Une odeur de charbon de bois et de trahison flottait dans l'air estival. Mason Briggs se tenait au bord du jardin de son père, regardant son jeune frère retourner des hamburgers pendant que leur père lustrait le capot d'une Tesla Model S blanche rutilante, garée comme un sanctuaire dans l'allée. « Mason, viens par ici. » La voix de Robert Briggs portait le même aboiement militaire qui avait façonné l'enfance de ses deux fils. Photo de famille. Mason s'approcha lentement, son esprit d'ingénieur calculant automatiquement les distances, les angles, les stratégies de sortie. Les habitudes ont la vie dure, surtout quand on a passé l'année dernière à se sentir étranger dans sa propre famille. Amelia Quinton Briggs sortit de la maison, ses cheveux blonds illuminant le soleil de fin d'après-midi. Elle portait une robe d'été fluide qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Mason, le même loyer dont son père s'apprêtait à parler, à en juger par ce regard renfrogné familier. « Voilà notre fille pour notre anniversaire », tonna Robert en passant un bras autour de sa belle-fille. Un an de mariage et regardez le chemin parcouru. Jason sourit, spatule à la main. « Papa, tu n'étais pas obligé. » Absurde. Robert lança un trousseau de clés qui tinta comme des carillons dans le silence. Tesla Model S chargée à bloc. Considère ça comme un cadeau d'anniversaire en avance. Mason sentit un frisson lui monter à l'estomac. Il se souvint quand son père lui avait promis cette même voiture pour obtenir son master en ingénierie des systèmes optiques. C'était 3 ans plus tôt, avant que tout ne bascule. Oh là là! Jason attrapa les clés comme s'il s'agissait d'une mouche. Papa, c'est incroyable. Amelia, regarde ça. Elle poussa un cri aigu, un vrai cri aigu, et se jeta au cou de Jason. Ils s'embrassèrent avec l'enthousiasme de jeunes mariés, et Mason détourna le regard, se concentrant plutôt sur le chien du voisin qui aboyait au loin. « Allons, Mason. » Le ton de Robert changea comme une tempête qui s'approche. « Il faut qu'on parle de ta situation. » Ça y est, pensa Mason. Le rituel mensuel. Loyer du dimanche, $900 en liquide. Les yeux de Robert étaient gris acier, de la même couleur que sa coupe militaire. Ou alors on fait ses valises et on trouve un autre endroit où dormir. Le jardin était silencieux, à l'exception du grésillement de la viande sur le grill. Même le chien du voisin avait cessé d'aboyer. Jason retournait un hamburger avec une désinvolture exagérée. Peut-être que si tu avais un vrai boulot au lieu de tes bêtises informatiques en freelance, tu pourrais te le permettre. Les mains de Mason se crispèrent involontairement. Je suis entre 2 contrats. Entre 2 contrats, répéta Jason en riant. C'est du lourd. Qu'est-il arrivé à ce gros contrat de défense dont tu te vantais? Oh, attends. Il claqua des doigts. Tu es parti parce que tu n'as pas supporté la pression. Je ne suis pas parti. La voix de Mason était posée. J'ai refusé de signer leur accord de confidentialité parce que quelque chose clochait dans leur processus d'approvisionnement. Quelque chose clochait. Amelia parla enfin, sa voix portant cet accent du Sud cultivé qu'elle avait pris au pensionnat. Ou tu n'y arrivais tout simplement pas dans le monde réel? Le monde réel? Comme si Mason n'avait pas passé 6 ans à concevoir des systèmes de ciblage pour drones militaires. Comme s'il n'avait pas détenu des habilitations de sécurité dont ces gens ne pouvaient que rêver. Je ne suis pas capable de dissimuler une fraude, dit doucement Mason. Robert s'avança, le torse bombé. Surveille tes paroles quand tu parles de l'entreprise familiale d'Amelia. Victor Quinton a bâti cette entreprise à partir de rien. Sur quoi? Rétorqua Mason. Le succès, intervint Jason. Quelque chose que tu pourrais reconnaître si tu t'y accrochais suffisamment longtemps. Les mots frappèrent comme des coups de poing. Mason avait entendu des variantes de ce discours depuis des mois. Depuis qu'il avait quitté Covington Dynamics et leur argent sale, depuis qu'Amelia avait soudainement rompu leur fiançailles et commencé à se rendre au dîner de famille avec son frère. Tu sais quel est ton problème, Mason? Robert commençait à s'échauffer, à trouver son rythme. Tu te crois trop bon pour un travail honnête, trop intelligent pour nous autres? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Non? La voix de Mason trancha la tirade comme une lame. Laisse-moi te dire quelque chose. Il regarda autour de lui. La colère justifiée de son père. La satisfaction béate de Jason. L'indifférence froide d'Amelia. Sa mère, Linda, se tenait à la fenêtre de la cuisine, observant à travers la vitre, l'inquiétude gravée sur ses traits.
J'ai passé 3 ans à concevoir des systèmes qui sauvent des vies de soldats. J'ai renoncé à un salaire de 4 millions parce que je refusais de mettre mon nom sur des livres falsifiés et des contrats frauduleux. Et toi? Il désigna Jason du doigt. Tu t'es marié avec cette corruption et maintenant tu conduis leur voiture de corruption. Le visage de Jason rougit. Tu es juste jaloux parce que j'ai réussi là où tu as échoué. Réussi quoi? Coucher avec ma fiancée pendant que j'étais déployé pendant 6 mois. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même le grill sembla s'arrêter de grésiller. Le sang-froid d'Amelia finit par craquer. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, et tu le sais. Comment est-ce arrivé, Amelia? Mason s'approcha, sa voix se transformant en un murmure qui portait plus de menaces que de cris. Parce que je me souviens de t'avoir demandé en mariage ici même, dans ce jardin. Je me souviens d'avoir planifié notre mariage. Je me souviens d'être rentré de ce dernier contrat et de t'avoir trouvé avec la bague de mon frère au lieu de la mienne. Les choses ont changé, dit-elle. Mais sa voix tremblait. Les choses ont changé dès que j'ai refusé de signer l'accord de confidentialité de Victor. Dès que j'ai commencé à poser des questions sur ces contrats d'uranium iranien, tu te souviens de ceux qui ont mystérieusement été approuvés malgré les sanctions? Robert saisit Mason par l'épaule, la serrant assez fort pour lui laisser des bleus. Tu dépasses les bornes, fiston. Mason haussa les épaules avec une force surprenante. Je ne suis plus ton fils. Plus maintenant. Plus depuis que tu as choisi ton camp. L'affrontement physique s'envenima rapidement. Robert poussa Mason en arrière, et Mason trébucha, mais ne tomba pas. Des années d'entraînement militaire, même en tant qu'entrepreneur, lui avaient donné des réflexes automatiques. Tu veux faire ça? Mason se redressa en roulant des épaules. Juste là, devant ton fils chéri et sa fiancée volée. Jason lâcha la spatule et s'interposa entre eux. Papa, ne fais pas ça. Il n'en vaut pas la peine. Mais Robert frappait déjà. Un large coup de poing visait la mâchoire de Mason. Mason se baissa, attrapa le poignet de son père et le tordit juste assez pour le faire perdre l'équilibre. Robert s'écrasa contre le grill, projetant des hamburgers et des braises ardentes sur la terrasse. Bon sang! Hurla Amelia, reculant d'un bond sous les étincelles. Jason se précipita sur son frère, le plaquant à la taille. Ils s'écroulèrent lourdement, roulant sur l'herbe dans un enchevêtrement de membres et de rage. Mason était plus fort, mais Jason se battit avec acharnement, cherchant à exercer une pression sur les points sensibles et les tissus mous. Arrête. La voix de Linda trancha le chaos lorsqu'elle franchit la porte-fenêtre. Arrête tout de suite. Mason se libéra, essoufflé, des taches d'herbe sur sa chemise et une coupure au-dessus de l'œil gauche, là où le coude de Jason avait heurté le sol. Il regarda autour de lui, constatant la dévastation. Le grill renversé, la nourriture éparpillée, son père serrant son poignet, son frère saignant d'une lèvre fendue. Tu as fait ton choix, dit Mason d'une voix étrangement calme. Vous tous. Il se dirigea vers la maison, ne s'arrêtant que pour jeter un coup d'œil en arrière. Bonne chance. Ce soir-là, Mason rangea tout ce qu'il possédait dans 2 sacs de sport et un sac à dos. Ça ne prit pas longtemps. De toute façon, il vivait comme un vagabond depuis des mois, sans jamais vraiment s'installer, car une partie de lui savait que ce jour arriverait. Il laissa un mot sur le réfrigérateur, maintenu en place par un aimant en forme d'État du Texas. Vous avez fait votre choix. Bonne chance. Puis il sortit dans l'obscurité et disparut. Mais disparaître ne signifiait pas abandonner. Et Mason Briggs n'avait jamais été du genre à lâcher prise. 6 mois plus tard, Mason était assis dans un café du quartier de Capitol Hill à Seattle, lisant la rubrique économique du Seattle Times, sous la pluie battante. Selon l'article, Covington Dynamics venait de décrocher un contrat de 3 milliards de dollars pour développer des drones de surveillance de nouvelle génération pour le ministère de la Défense. La photo montrait Victor Quinton serrant la main d'un responsable du Pentagone. Une petite photo en médaillon montrait l'heureux couple, Jason et Amelia, à un gala de charité, elle et des diamants, lui dans un smoking qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Une lecture fascinante. Mason leva les yeux et découvrit une femme d'une trentaine d'années qui l'observait avec un regard sombre et intelligent. Elle avait le genre de visage digne d'une salle de conseil ou d'un tribunal. Pommettes saillantes, coupe de cheveux sans fioriture.
La posture de quelqu'un qui a appris à ne se laisser critiquer par personne. Ça dépend de ce que vous entendez par fascinant, répondit Mason en fermant le journal. Ça vous dérange si je m'assois? Toutes les autres tables sont prises. C'était vrai. Le café était bondé du mélange habituel de travailleurs du secteur des technologies, d'artistes et d'étudiants de Seattle, essayant d'échapper à la bruine éternelle. Je vous en prie. Elle lui tendit la main en s'installant sur la chaise en face de lui. Shirin Vega, Compliance Consulting, Mark Stevens. Le faux nom lui vint facilement à l'esprit. Il le pratiquait depuis des mois. Ingénierie des systèmes. Quel genre de système? Ceux qui maintiennent les gens en vie dans des environnements hostiles. Shirin sourit, mais son regard ne l'atteignit pas. Ancien employé de l'armée. J'avais un désaccord philosophique avec mon dernier employeur. À propos de quoi? Mason étudia son visage, cherchant des indices. Elle avait l'expression posée de quelqu'un qui a passé du temps dans les salles d'interrogatoire, soit à poser des questions, soit à y répondre. Il voulait que je signe quelque chose qui entraînerait le licenciement. J'ai refusé. Licencié comme renvoyé. Licencié comme à l'horizontale permanente. Une lueur de compréhension traversa les yeux de Shirin. Ah, un de ces désaccords. Ils restèrent assis dans un silence confortable un moment, le bruit ambiant du café les submergeant comme un bruit blanc. Finalement, Shirin se pencha légèrement en avant. Vous voulez savoir quelque chose d'intéressant sur le conseil en conformité? Bien sûr. La plupart de mon travail consiste à enquêter sur des entreprises qui se croient trop intelligentes pour se faire prendre. Les entreprises de la défense sont les pires. Elles supposent que leurs relations avec le gouvernement les rendent intouchables. Mason garda une expression neutre. Vraiment? Prenez Quantum Dynamics par exemple. Elle désigna le journal d'un geste. Belle entreprise, richesse générationnelle, connexion politique de plusieurs décennies, et sale comme un élevage de porcs. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Shirin a sorti son téléphone et a parcouru ce qui ressemblait à des documents financiers. Il y a 3 ans, ils ont remporté un contrat pour le développement de systèmes de ciblage pour plateformes de drones. L'offre gagnante était 40% inférieure à celle du concurrent le plus proche. C'est une tarification agressive. C'est impossible, sauf si vous faites des économies quelque part ou si quelqu'un vous donne des informations privilégiées, ou les deux. Le pouls de Mason s'est accéléré, mais il a gardé une voix calme. On dirait que vous avez réfléchi. Je devrais. J'ai travaillé là-bas. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Mason sentait les pièces du puzzle s'assembler. Pas encore la vue d'ensemble, mais suffisamment pour entrevoir la forme de quelque chose de plus grand. C'était le cas jusqu'à ce que je découvre des irrégularités dans leur processus d'approvisionnement et que je les signale par les voies appropriées. Le rire de Shirin était amer. Il s'avère que par les voies appropriées, on s'adresse directement à ceux qui profitent des irrégularités. Que s'est-il passé? Un licenciement abusif. Ils m'ont rendu la vie si misérable que j'ai dû démissionner ou faire une dépression nerveuse. Un truc classique de guerre d'entreprise. Mason s'est adossé à son siège, l'esprit en ébullition. Et maintenant, tu es freelance. Maintenant, j'aide les autres à se défendre. Du prono, surtout. On ne gagne pas beaucoup d'argent à faire tomber des milliardaires, mais le travail est satisfaisant. À quel point? Le sourire de Shirin s'est transformé en carnassier. Tout dépend de votre patience et de votre créativité. Au cours de l'heure qui a suivi, Mason a appris que Shirin Vega était exactement ce qu'elle semblait être, une ancienne dirigeante d'entreprise brillante et amère, douée pour la jury-comptabilité et la vendetta personnelle paria contre le secteur des contrats de défense. Elle montait des dossiers contre des entrepreneurs corrompus depuis 3 ans, collaborant avec un réseau de lanceurs d'alerte, de journalistes d'investigation et d'avocats militants. Le problème avec ces entreprises, a-t-elle expliqué en prenant un deuxième café, c'est qu'elles reposent sur les relations, les connexions personnelles, les liens familiaux. Elle pense que cela les rend fortes, mais en réalité, cela les rend vulnérables. Comment cela? Quand tout le monde est lié ou connecté, l'information circule de manière prévisible. Les gens deviennent négligents. Ils pensent que leurs secrets sont en sécurité parce qu'ils sont tous dans le même club. Mais il y a toujours quelqu'un de l'extérieur qui regarde. Quelqu'un qui a été mis à la porte ou ignoré. Quelqu'un qui a accès aux bonnes informations et qui a une mauvaise attitude.
Mason ressentit un frisson de reconnaissance. Quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi. Ou alors elle lui lança un regard entendu. Quelqu'un comme toi. Ils discutèrent encore 2 heures. Et lorsqu'ils se séparèrent, Mason avait un nouveau poste. Officiellement, il était analyste système senior chez Cascade Technical Solutions, un petit sous-traitant de la défense spécialisé dans les systèmes de navigation par drone. Officieusement, il était l'homme de main de Shirin dans le monde des contrats de défense, chargé de recueillir des renseignements sur les entreprises qu'elle ciblait. Quantum Dynamics était en tête de sa liste. Au cours des semaines suivantes, Mason se consacra à la construction de sa nouvelle identité. Mark Stevens était tout ce que Mason Briggs n'était pas, un passé irréprochable, un parcours professionnel sans controverse, aucun drame familial ni ennemi commercial. Il loua un petit appartement à Ballard, acheta une Honda Civic d'occasion et commença à se présenter au travail chaque jour comme un employé modèle. L'ironie du sort ne lui échappa pas. Il utilisait ses compétences d'ingénieur pour concevoir les mêmes types de systèmes qu'il avait abandonnés à Covington. Mais son objectif était désormais différent. Chaque spécification qu'il rédigeait, chaque document technique qu'il examinait, chaque réunion à laquelle il participait était une occasion de recueillir des renseignements. La clé, expliqua Shirin lors d'une de leurs réunions hebdomadaires, est de penser comme un auditeur. Rechercher les tendances, les incohérences, les choses qui ne collent pas. Ils se rencontraient à chaque fois dans des lieux différents. Parfois dans des cafés, parfois dans des librairies, une fois au dernier rang d'un cinéma lors d'une matinée du mardi. Shirin était paranoïaque à propos de la surveillance, et avec raison. Elle lui avait montré des articles sur d'autres lanceurs d'alerte victimes d'accidents mystérieux ou de soudaines implosions professionnelles. Quantum a la réputation d'être un dur à cuire, avertit-elle. Ils ont des détectives privés, des sociétés de cybersécurité, des avocats spécialisés dans la dissimulation des problèmes. S'ils découvrent ce que nous faisons, ils ne le feront pas, lui assura Mason. Mais en privé, ils commençaient à comprendre l'ampleur de ce à quoi ils étaient confrontés. Quantum Dynamics n'était pas seulement un sous-traitant de la défense. C'était une institution politique. Victor Quantum siégeait à des conseils consultatifs, assistait à des dîners d'État, jouait au golf avec des sénateurs et des responsables du Pentagone. Les tentacules de l'entreprise s'étendaient à tous les niveaux du gouvernement. Les faire tomber nécessiterait plus que de simples preuves d'actes répréhensibles. Il faudrait une stratégie tenant compte de leur protection politique, de leurs ressources financières et de leur volonté de détruire quiconque menacerait leurs intérêts. Nous avons besoin d'un moyen de pression, déclara Shirin lors d'une de leurs réunions. Quelque chose de personnel, quelque chose qui les frappe là où ils sont vulnérables. Mason savait exactement ce qu'elle voulait dire. Malgré tout leur pouvoir et leur influence, les Covington avaient la même faiblesse que toute famille riche. Ils se souciaient plus de leur réputation que de leur argent. Que savez-vous de la dynamique familiale, demanda-t-il. Victor est un maniaque du contrôle. Un narcissique classique. Amelia est sa fille unique, elle est donc préparée à prendre la relève à terme. Mais il y a des rumeurs. Quelles rumeurs? Des problèmes conjugaux. Des irrégularités financières sur ses comptes personnels. La rumeur court qu'elle déplacerait de l'argent, ouvrant des comptes offshore. Peut-être de l'évasion fiscale, peut-être autre chose. Mason sentit une colère froide et familière s'installer dans sa poitrine. Et son mari? Jason Briggs, un petit poisson, cadre intermédiaire dans une start-up technologique qui travaille pour des filiales de Quantum. Il est là pour ses relations, pas pour ses compétences. Ses relations. Sa femme, évidemment, mais il paraît qu'il a ses propres projets parallèles, des investissements en crypto-monnaie, des transactions immobilières, le genre de choses qui semblent légitimes sur le papier mais qui se compliquent à force d'y réfléchir. Il montait un dossier couche par couche, document par document. Le poste de Mason chez Cascade lui donnait accès aux bases de données du secteur, aux dossiers de contrats et aux événements de réseautage où les langues se délient et l'alcool à flot offrait des occasions de recueillir des renseignements. 6 semaines après le début de sa nouvelle vie, Mason assistait à une conférence sur les contrats de défense à Portland. La salle de bal du Marriott, en centre-ville, était bondée de responsables militaires, de dirigeants d'entreprises et de l'habituel cortège de lobbyistes et de trafiquants d'influence qui gravitaient autour de l'industrie de la défense comme des satellites autour d'une planète. Il sirotait un whisky au bar lorsqu'il aperçut un visage familier de l'autre côté de la salle. Jason avait bonne mine. Plus que bonne mine. Il semblait avoir réussi.
Costume coûteux, posture assurée, ce sourire facile qui naît de la certitude d'être gagnant. Il était plongé dans une conversation avec un groupe de cadres, gesticulant avec animation tandis qu'il riait à ses blagues. Mason sentit la colère monter dans sa gorge comme de la bile, mais il la ravala. Il ne s'agissait plus de vengeance personnelle. Il s'agissait de justice. Il passa la soirée à circuler dans la foule, à collectionner des cartes de visite et à nouer des relations. À la fin de la réception, il avait des invitations à 3 événements de réseautage et les numéros de téléphone de 4 responsables des achats susceptibles d'être disposés à discuter en privé des pratiques d'appel d'offres de Cointon. Plus important encore, il avait entendu Jason se vanter d'une nouvelle opportunité d'investissement, impliquant minage de crypto-monnaies et contrats gouvernementaux qui allaient le rendre riche et indépendant en 2 ans. Lorsque Mason a appelé Shirin le lendemain matin, elle était presque folle d'excitation. Minage de crypto-monnaies avec contrats gouvernementaux. C'est soit incroyablement stupide, soit incroyablement illégal. Pourquoi? Pas les deux? Il faut creuser plus profondément. Peux-tu t'approcher de lui? Mason y a réfléchi. Jason avait toujours été négligent avec les informations, surtout lorsqu'il essayait d'impressionner les gens. Et il y avait quelque chose de délicieux dans l'idée que son frère lui fournisse involontairement la corde pour sa propre pendaison. Je peux l'essayer. Fais attention s'il te reconnaît. Il ne le fera pas. Je ne suis plus la même personne que celle qui est sortie de ce jardin. Et c'était vrai. 6 mois de planification minutieuse avaient transformé Mason, au-delà du nouveau nom et des faux antécédents. Il agissait différemment, il pensait différemment. Il avait appris à être patient, à anticiper 3 coups, à voir des schémas là où d'autres ne voyaient que des coïncidences. Il devenait quelqu'un que son frère et son ancienne fiancée n'auraient jamais imaginé qu'il puisse être, quelqu'un de dangereux. L'opportunité s'est présentée 3 semaines plus tard lors d'une soirée professionnelle dans le centre-ville de Seattle. Mason est arrivé. Arrivé en avance, il s'est positionné près de la table d'inscription et a attendu. D'après la liste des invités que Shirin avait obtenue grâce à ses contacts, Jason devait venir en tant que représentant de sa start-up technologique. Lorsque Jason a franchi la porte à 19h15 précise, Mason l'a à peine reconnu. Son frère avait pris du poids, ce léger et coûteux qui résulte de trop de dîners d'affaires et d'un manque d'activité physique. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son costume visiblement taillé sur mesure, et il portait une montre qui coûtait probablement plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens, mais c'est son expression qui a le plus frappé Mason. Jason se tenait avec l'arrogance indéniable de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non, qui n'avait jamais eu à subir de véritables conséquences, qui n'avait jamais eu à se demander s'il méritait son succès. Cela allait changer. Mason l'a intercepté au bar, synchronisant parfaitement son approche. « Excusez-moi, n'êtes-vous pas Jason Briggs ?» De Nexus Solutions. Jason se tourna, son visage s'illuminant du sourire automatique d'un homme qui aime être reconnu. « C'est exact. Et vous êtes Mark Stevens, de Cascade Technical. » Mason lui tendit la main. « J'ai suivi votre travail sur le projet d'intégration de la défense. Impressionnant. Merci. C'est toujours agréable de rencontrer quelqu'un qui apprécie l'innovation dans ce domaine. » Mason fit signe au barman. « Puis-je vous offrir un verre? J'aimerais en savoir plus sur votre initiative de crypto-monnaie. » Les yeux de Jason s'écarquillèrent légèrement. « Comment avez-vous fait? Ce n'est pas vraiment du domaine public. Rien ne reste secret bien longtemps dans ce secteur, surtout quand c'est potentiellement aussi lucratif que ce sur quoi vous travaillez. » Pendant l'heure qui suivit, Mason joua le rôle d'un admirateur enthousiaste et d'un investisseur potentiel. Il posa les bonnes questions, fit les bons commentaires et poussa peu à peu Jason à révéler des détails sur ses différents projets annexes. Le stratagème de crypto-monnaie était encore plus audacieux que Shirin ne l'avait soupçonné. Jason s'était associé à un groupe d'investisseurs pour créer une opération de minage utilisant l'excédent d'électricité des installations gouvernementales en heure creuse. L'arrangement était techniquement légal, mais éthiquement discutable, et il reposait largement sur les relations de Jason via Quantum Dynamics pour obtenir les autorisations et les contrats nécessaires. La beauté de la chose, expliqua Jason, penché sur le sujet comme un conspirateur, c'est que nous recevons de l'électricité gratuite en échange d'un petit pourcentage de nos bénéfices miniers. Le gouvernement peut dire qu'il soutient l'innovation. Nous pouvons miner des crypto-monnaies à un coût marginal quasi nul, et tout le monde y gagne. Qu'en est-il de la surveillance réglementaire? Demanda Mason d'un ton innocent. C'est le meilleur.
Les contrats sont structurés comme des partenariats de recherche, ils sont donc soumis à des réglementations différentes. Moins de contrôle, plus de flexibilité. Mason hocha la tête avec appréciation tout en cataloguant mentalement chaque détail. Et l'entreprise familiale de votre femme est d'accord? Enfin, vu sa position dans le secteur. Le visage de Jason s'assombrit légèrement. Le père d'Amelia n'a pas besoin de connaître tous les détails de mes affaires. Il a son empire. Je construis le mien. Bien sûr. C'est intelligent de conserver une certaine indépendance. Exactement. Jason termina son whisky et fit signe d'en commander un autre. Entre nous, Victor Cointon est de la vieille école. Il ne comprend pas la nouvelle économie. Les actifs numériques, l'informatique distribuée, la technologie blockchain. Tout cela lui est étranger. Mais pas à votre femme, Amelia? Jason rit. Mais il y avait un côté tranchant. Elle est assez intelligente, mais elle se concentre sur les contrats de défense traditionnels, les relations gouvernementales, la conformité réglementaire, ce genre de choses. Elle me laisse les aspects innovants. Mason a classé ces informations pour une utilisation ultérieure. Ce genre de partenariat doit être agréable. Ça a ses avantages, a convenu Jason. Quoique ces derniers temps. Sa voix s'estompa, les yeux plongés dans son verre. Ces derniers temps, quoi? Jason regarda autour de lui, puis se pencha plus près. Puis-je te faire confiance pour garder ça entre nous? Bien sûr. Les choses ont été compliquées à la maison. Amelia subit beaucoup de pression de la part de son père concernant l'entreprise. Ils doivent gérer des problèmes réglementaires, et elle est tendue. Le pouls de Mason s'est accéléré. Des problèmes réglementaires? Rien de grave, juste quelques questions sur quelques contrats. Tu sais comment fonctionne le gouvernement. Ils auditent tout 2 fois, puis auditent les audits, mais ça la rend nerveuse. Ça doit être stressant pour vous deux. Ça l'est. Et quand Amelia est stressée, Jason marqua une pause, comme s'il réalisait qu'il allait en dire trop. Elle quoi? Allons-y. Elle affirme avoir des moyens de gérer le stress qui n'implique pas toujours son mari. Les mots flottaient dans l'air comme une confession. Mason sentit les pièces du puzzle se mettre en place. Pas seulement la corruption commerciale qu'il enquêtait avec Shirin, mais quelque chose de plus personnel, quelque chose sur lequel il pouvait tirer parti. Je suis désolé d'apprendre ça, dit Mason prudemment. Le mariage est déjà assez difficile sans pressions extérieures. Parlez-moi de ça. Certains jours, je me demande si elle m'a épousé ou si elle a préféré la commodité d'avoir quelqu'un pour gérer les aspects de l'entreprise que son père ne veut pas gérer. Bingo. Mason s'efforça de garder une expression neutre tandis que son esprit s'emballait. Jason ne participait pas seulement à une fraude financière. Il le faisait pendant que son mariage s'effondrait, ce qui le rendait vulnérable, négligent et susceptible de commettre des erreurs. Eh bien, dit Mason en levant son verre. À la construction de quelque chose qui t'appartient entièrement. Ils burent à cette occasion, et Mason passa le reste de la soirée à extraire plus de détails sur les divers plans de Jason. Lorsqu'ils se séparèrent, il avait suffisamment d'informations pour occuper Shirin pendant des semaines. Mais surtout, il avait la confirmation que la famille qu'il avait trahie pourrissait de l'intérieur. Le lendemain matin, Mason appela Shirin depuis un téléphone sécurisé. Il faut qu'on se voie. J'ai des nouvelles. Ils se retrouvèrent au marché de Pike Place, déambulant parmi la foule de touristes tout en discutant. Le bruit et le chaos offraient un prétexte naturel à leur conversation. Combien de tout ça? Pouvez-vous vérifier? Demanda Shirin après que Mason l'eut mise au courant. En grande partie. L'opération de minage de crypto-monnaies devrait laisser une trace écrite. Les contrats gouvernementaux sont publics, même si les détails sont classifiés. Et si Amelia a une liaison, c'est un moyen de pression personnelle, pas une preuve légale. Mais c'est quand même un moyen de pression. Ces gens se soucient avant tout de leur réputation. Le scandale est leur kryptonite. Shirin resta silencieuse un instant, regardant un poissonnier lancer du saumon pour le plaisir de la foule. Et il y a autre chose, dit-elle. Enfin. J'ai travaillé sur l'audit de Covington et j'ai trouvé des liens intéressants. Quel genre de liens? La start-up de votre frère. Ce n'est pas seulement un client des filiales de Covington. C'est essentiellement une société écran.
90% de son chiffre d'affaires provient de contrats attribués sans appel d'offres. Mason sentit sa tension monter. Autrement dit, toute l'entreprise de Jason n'est qu'une façade pour détourner de l'argent de Covington Dynamics. Il n'est pas seulement marié à la famille. Il participe activement à leur fraude. Ils marchèrent en silence quelques minutes de plus pendant que Mason digère l'information. Il soupçonnait Jason d'être véreux, mais c'était au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Il y a plus, poursuivit Shirin. J'ai retracé certains investissements en crypto-monnaie. L'argent ne provient pas seulement des comptes personnels de Jason. Il y a des virements depuis des comptes liés au fonds fiduciaire d'Amelia. Elle finance ses projets annexes, ou il la vole. Dans tous les cas, c'est un autre fil conducteur. Mason s'arrêta et se tourna vers elle. Combien de temps avant d'avoir suffisamment d'informations pour déposer une plainte officielle auprès de la SEC? Peut-être 6 semaines. Auprès du ministère de la Justice, plus longtemps. Ces dossiers prennent du temps à être bien montés. Je ne veux pas attendre 6 semaines. Mason, ou devrais-je dire Mark, la patience est essentielle. Si nous allons trop vite, ils vont semer la zizanie et détruire des preuves. Nous devons être chirurgicaux. Mais la patience de Mason commençait à s'amenuiser. Chaque jour qui passait était un autre jour. Sa famille vivait dans le luxe tandis qu'il survivait grâce à une fausse identité et à des moments de vengeance volés. Il voulait les voir tomber, et il voulait que ce soit bientôt le cas. Et si on pouvait accélérer le cours des choses, demanda-t-il. Comment? Et si le mariage de Jason implosait publiquement? Et si Amelia découvrait ses liaisons et ses délits financiers en même temps? Et si Victor Cointon découvrait que son gendre volait l'entreprise familiale? Shirin observa son visage avec inquiétude. Tu parles de jouer avec le feu. Ces gens ont des ressources. Ils ripostent. Qu'ils se battent. Je n'ai plus rien à perdre. Tu as ta vie à perdre et ta liberté à perdre. Et toute chance que justice soit faite. Mason contempla Elliott Bay, observant les faits fendre l'eau grise vert des îles lointaines. L'espace d'un instant, il s'autorisa à imaginer ce que ce serait de disparaître, de prendre un ferry pour un endroit lointain et de tout recommencer, en laissant tout cela derrière lui. Mais il ne pouvait pas. Pas encore. Pas avant qu'ils n'aient payé pour ce qu'ils avaient fait. D'accord, dit-il finalement. On fait ça intelligemment, mais je veux rester proche de Jason. Si son mariage s'effondre, je veux être là quand ça arrivera. Pourquoi? Parce que quand on est désespéré, on fait des erreurs. Et quand Jason fait des erreurs, on sera prêt à en tirer profit. Shirin hocha lentement la tête. D'accord, mais on s'en tient au plan. Les preuves d'abord, la vengeance ensuite. Bien sûr, Mason était d'accord. Mais en privé, il réfléchissait déjà à comment faire s'écrouler le calendrier, comment créer le genre de crise qui forcerait ses cibles à faire des choix désespérés, comment retourner leurs propres faiblesses contre elles. La phase suivante de son plan était sur le point de commencer. 3 jours plus tard, Mason recevait un SMS de Jason. Ravi de t'avoir rencontré l'autre soir. Ça te dirait de dîner ensemble un de ces jours? J'ai une proposition qui pourrait t'intéresser. Mason fixa le message un long moment avant de taper sa réponse. Absolument. Quand et où? La réponse arriva presque immédiatement. Demain soir. Le grill de Daniel. 20h. J'ai hâte. Mason transmit la conversation à Shirin d'un seul mot. Ça y est. Le bureau du FBI de Seattle occupait un bâtiment banal du quartier international, conçu pour se fondre dans le paysage urbain comme un camouflage. Mason était assis dans une salle de conférence au 14e étage, face à 3 agents fédéraux et un procureur du parquet fédéral. Je veux bien m'assurer de bien comprendre, dit l'agent Patricia Hang, l'enquêtrice principale de l'affaire. Vous alléguez que Covington Dynamics a systématiquement fraudé le gouvernement depuis au moins 3 ans et vous avez des documents pour le prouver. C'est exact. Mason ouvrit l'ordinateur portable que Shirin avait préparé pour l'occasion. Ce que vous observez est un schéma de manipulation d'appels d'offres, de fraude contractuelle et de blanchiment d'argent impliquant plusieurs entreprises et représentants du gouvernement. La procureure, une femme au visage sévère nommée Catherine Walsh, se pencha en avant. Et votre source d'information? Je travaille dans le secteur. J'ai vu les contrats, assisté aux réunions, observé les relations. Ce ne sont pas des spéculations.
C'est une observation directe appuyée par des preuves documentaires. Sous votre vrai nom ou sous votre identité actuelle? Le ton de l'agent Hang était neutre. Mais Mason comprit le sous-entendu. Mon identité actuelle est légitime. Je suis un ingénieur diplômé travaillant pour une entreprise légitime. Le fait que j'ai choisi d'utiliser un nom professionnel plutôt que mon nom de naissance n'invalide pas mes observations. Walsh et Hang échangèrent un regard. Ils avaient visiblement bien étudié Mark Stevens, le brigadier Mason, ce qui signifiait qu'ils connaissaient ses liens familiaux avec l'affaire. Monsieur Stevens, dit prudemment Walsh, nous apprécions votre volonté de témoigner, mais vous devez comprendre que vos motivations personnelles pourraient compliquer les poursuites. Mes motivations personnelles sont sans rapport avec les preuves. Les chiffres ne mentent pas parce que quelqu'un a de la rancune. L'agent Wang ouvrit un épais dossier. Parlez-nous de l'opération de crypto-monnaie. Pendant les 2 heures qui suivirent, Mason leur expliqua tout ce qu'il avait appris sur les stratagèmes de Jason, les contrats frauduleux de Quinton et le réseau de connexions financières qui reliait tout cela. Le travail d'investigation de Sheerin avait été méticuleux. Chaque allégation était étayée par des documents, chaque lien vérifié par de multiples sources. C'est un travail impressionnant, a admis Walsh à la fin de la présentation de Mason. Mais monter un dossier fédéral prendra du temps. Nous parlons de mener notre propre enquête, d'obtenir des mandats, d'interroger des témoins. Il faudra peut-être 18 mois avant d'être prêt à porter plainte. 18 mois. Mason lutta pour garder le ton. Ces gens volent des millions de dollars chaque trimestre. Combien de crimes êtes-vous prêt à les laisser commettre pendant que vous montez votre dossier? Autant qu'il en faudra pour qu'ils aillent en prison, répondit Wang sans détour. C'est en précipitant les poursuites fédérales que des coupables s'en tirent sans frais pour des raisons techniques. Mason comprenait la logique, mais 18 mois lui semblaient une éternité. 18 mois à regarder sa famille profiter de leurs crimes pendant qu'il vivait en exil sous un faux nom. Il y a une autre option, dit lentement Walsh. Si vous êtes prêt à coopérer sous couverture, c'est-à-dire que nous vous connectons et que vous poursuivez votre relation avec Jason Briggs, faites-le parler de ses activités criminelles sur bande magnétique. Aidez-nous à monter un dossier de complot incluant toutes les personnes impliquées. Mason ressentit un frisson froid familier. Je vous écoute. Ce serait dangereux, prévint Hang. Ces gens ont déjà démontré leur volonté de détruire des carrières et des réputations s'ils vous soupçonnaient de coopérer avec les forces de l'ordre. Ils feraient quoi? Ruiner ma vie? Ils l'ont déjà fait? Walsh et Wang se concertèrent discrètement un instant avant que Walsh n'acquiesce. Donnez-nous 2 semaines pour mettre en place l'opération. En attendant, maintenez votre relation avec Jason, mais n'insistez pas trop pour obtenir des informations. Nous vous fournirons le matériel d'enregistrement et une formation pour obtenir des aveux sans éveiller les soupçons. Et en échange, nous faisons passer cette affaire en priorité. Au lieu de 18 mois, nous parlons de 6 mois pour les inculpations, peut-être moins si les preuves sont aussi solides qu'elles le paraissent. Mason serra la main de chacun d'eux, sentant pour la première fois depuis plus d'1 an que justice pourrait être rendue. Mais en sortant du bâtiment fédéral dans l'après-midi gris de Seattle, il songeait déjà à accélérer les choses. Le FBI était prêt à agir vite, mais pas assez vite. Comparé à ce que Mason avait en tête. Il a appelé Sheerin depuis un café à 6 pâtés de maison. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. Ils sont intéressés, très intéressés, mais ils veulent y aller doucement. C'est une bonne nouvelle. Le gouvernement fédéral n'enquête pas sur les milliardaires à moins d'être sûr de pouvoir gagner. Ils veulent que j'intervienne sous couverture et que j'enregistre Jason. Sheerin resta silencieuse un instant. C'est risqué si quelque chose tourne mal. Je sais, mais c'est aussi une opportunité. Pourquoi? De contrôler le calendrier pour que tout se passe selon notre planning, pas le leur. Mason, j'ai un autre appel. Je te parle plus tard. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Son téléphone vibrait, un texto de Jason. Changement de programme pour le dîner. Et si j'allais plutôt chez moi? Amelia est sortie et j'ai un home cinéma qui va te faire tourner la tête. En plus, je veux te montrer des choses plus faciles à discuter en privé. Mason fixa le message, l'esprit s'emballant. Chez Jason. Conversation privée. Amelia sortit. C'était exactement le genre d'opportunité qu'il attendait. Il répondit, parfait. Quelle est l'adresse? La résidence Briggs était un monument à la nouvelle fortune.
Tout en verre, en acier et en ambition architecturale, perché sur une colline à Bellevue avec une vue imprenable sur le lac Washington. Mason était assis dans sa Honda Civic au bout de l'allée circulaire, scrutant la maison où son frère vivait avec son ancienne fiancée. Cela aurait dû être sa maison, sa vie, son avenir. Plus maintenant. Il s'approcha de la porte d'entrée à 8 heures précises, une bouteille de vin à la main et un petit enregistreur numérique caché dans la poche de sa veste. Le FBI avait été clair sur les exigences légales en matière d'enregistrement des conversations. L'État de Washington était un État où le consentement des deux parties était obligatoire, ce qui signifiait que les deux parties devaient accepter d'être enregistrées. Mais Mason n'avait pas l'intention d'utiliser ces enregistrements au tribunal. Il prévoyait de les utiliser pour quelque chose de plus immédiat. Jason ouvrit la porte en jean et polo, l'air plus détendu que Mason ne l'avait jamais vu. « Mark, entre. Entre. Bienvenue dans notre petit coin de paradis. » L'intérieur était aussi impressionnant que l'extérieur. De hauts plafonds, des œuvres d'art modernes, des meubles qui semblaient provenir d'un musée. Jason mena la porte. Il le conduisit à travers une série de pièces, toutes plus opulentes les unes que les autres, avant d'arriver à un home cinéma avec des fauteuils inclinables en cuir et un écran grand comme une petite salle de cinéma. Impressionnant, dit Mason, sincèrement. Amelia avait choisi la majeure partie de la décoration. Elle a excellent goût. Le ton de Jason était neutre, mais Mason y avait décelé quelque chose. Du ressentiment, peut-être, ou de l'ennui. Elle voyageait pour une conférence sur les contrats de défense à Washington. 3 jours à écouter des généraux parler de priorités budgétaires et d'évaluation des menaces. Je l'accompagnais, mais honnêtement, ce n'est pas mon truc. Jason ouvrit le vin que Mason avait apporté et se servit 2 généreux verres. Alors, parlez-moi un peu de votre parcours. Cascade Technical est une petite entreprise. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Mason avait répété cette histoire des dizaines de fois. Après l'armée, je voulais rester connecté au monde de la défense, mais à plus petite échelle. Plus de relations personnelles, moins de bureaucratie. Cascade m'a donné l'occasion de travailler sur des problèmes intéressants sans me perdre dans la hiérarchie de l'entreprise. Intelligent. Les grands entrepreneurs peuvent être démoralisants. Que de politique et de procédure. Pas vraiment d'innovation. Est-ce là votre expérience avec la dynamique de Quinton? L'expression de Jason se crispa légèrement. Disons simplement que travailler avec sa famille comporte ses complications, comme ne jamais savoir si on est valorisé pour ses contributions ou pour son nom de famille. Jason but une longue gorgée de vin. Victor Quinton a bâti cette entreprise à force de volonté, mais il n'a jamais vraiment compris comment déléguer l'autorité sans microgérer chaque décision. Ça doit être frustrant pour Amelia. C'est frustrant pour tout le monde. Elle est brillante, probablement plus intelligente que son père, mais il la traite comme si elle était encore à l'université. Et moi? Jason rit amèrement. Je suis le gendre censé sourire et paraître reconnaissant pour le moindre effort qu'on me fait. Mason sentit une ouverture. C'est pour ça que vous avez lancé vos propres entreprises? En partie, j'avais besoin de quelque chose qui m'appartienne, vous savez, quelque chose que Victor ne pouvait ni contrôler ni manipuler dans le fonctionnement des crypto-monnaies. Jason hocha la tête, puis se reprit. Qu'en savez-vous? Seulement ce que vous avez mentionné à la fin. Conférence, mais j'y ai réfléchi et j'ai hâte d'en savoir plus. Pendant l'heure qui a suivi, Jason a expliqué à Mason les détails de ses différents projets avec l'enthousiasme de quelqu'un qui a rarement l'occasion de parler de ses réussites. L'opération de minage de crypto-monnaies n'était qu'un début. Il avait également investi dans des projets de développement immobilier, des fonds de capital investissement et des startups, le tout financé par un réseau complexe de prêts et de transferts qu'il semblait considérer comme astucieux plutôt que criminel. La clé, expliqua Jason, est la diversification et la discrétion. On répartit le risque sur plusieurs investissements et on fait circuler l'argent sur suffisamment de comptes différents pour qu'aucune transaction ne paraisse suspecte. Et Amelia est au courant de tout cela. Le visage de Jason s'assombrit. Amelia sait ce qu'elle doit savoir. Elle a son objectif. J'ai le mien. Mais l'argent que tu investis, une partie vient de son fonds fiduciaire, n'est-ce pas? C'est compliqué. Mason se pencha en avant, adoptant le ton conspirateur qui avait si bien fonctionné lors de la conférence. Compliqué à quel point? Jason fixa son verre de vin un long moment avant de répondre.
Amelia et j'ai un contrat de mariage, mais il n'est pas vraiment traditionnel. Son père a insisté sur des conditions qui lui donnent le contrôle de la plupart des actifs, mais qui me donnent aussi accès à certains comptes à des fins de développement commercial. Ces fins de développement commercial étant celles que je décide. Le langage est volontairement vague. Mason a ressenti un frisson de reconnaissance. Alors, tu utilises son argent pour financer des investissements qu'elle ignore? J'utilise notre argent pour construire notre avenir. Il y a une différence, n'est-ce pas? Le ton de Jason est devenu défensif. Écoute, Amelia dépense plus en vêtements en un mois que la plupart des gens en un an. Elle conduit une voiture qui coûte plus cher que la plupart des maisons. Elle ne se soucie pas vraiment de l'argent, mais elle pourrait s'inquiéter de la façon dont il est utilisé. C'est peut-être le cas, c'est pourquoi nous ne discutons pas de tous les détails de nos arrangements financiers. La conversation s'est poursuivie pendant 1 heure, Jason révélant couche après couche ses irrégularités financières, tandis que Mason hochait la tête et posait des questions encourageantes. À la fin de la soirée, Mason avait suffisamment d'aveux enregistrés pour ruiner la vie de Jason à plusieurs reprises. Mais il avait aussi quelque chose. Autre chose. La confirmation que le mariage de son frère était bâti sur le mensonge, le vol et le mépris mutuel. Jason volait Amelia. Amelia avait apparemment des liaisons. Et tous deux participaient à des escroqueries contre le gouvernement. C'était un château de cartes prêt à s'effondrer. Mason avait juste besoin de lui donner le bon coup de pouce. Le lendemain matin, il appela Shirin depuis un téléphone sécurisé. On doit se voir. Séance d'urgence. Ils se retrouvèrent à la bibliothèque centrale, dans la salle de lecture, où les conversations chuchotées se mêlaient au silence ambiant des pages tournées et des clics des claviers. J'ai tout ce qu'il nous faut, dit Mason en glissant une clé USB sur la table. Dossier financier, admission enregistrée, détails sur l'opération de blanchiment d'argent. Tout y est. Shirin brancha la clé sur son ordinateur portable et commença à parcourir les fichiers. Son expression devenait de plus en plus stupéfaite à chaque page. C'est incroyable. Comment lui avez-vous fait admettre tout ça? Il voulait m'impressionner. Comportement narcissique classique. Il n'a pas pu résister à montrer à quel point il se croyait intelligent. Ça change tout. Avec ça, s'il n'y avait pas de preuves, le FBI pourrait agir immédiatement. C'est le plan. Mais il y a autre chose. Mason expliqua ce qu'il avait appris sur le mariage de Jason et Amelia, leurs arrangements financiers et les différentes manières dont ils se trahissaient mutuellement. Un moyen de pression personnelle, songea Shirin. Si nous pouvions révéler simultanément les liaisons et les crimes financiers, cela créerait le chaos. Et quand les gens sont dans le chaos, ils commettent des erreurs. Quel genre d'erreur? Mason sourit pour la première fois depuis des mois. Le genre d'erreurs qui détruisent complètement leur vie. Cet après-midi-là, Mason passa 3 appels téléphoniques. Le premier à l'agent Hank du FBI. J'ai tout ce qu'il vous faut. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Le deuxième à un détective privé recommandé par Shirin. J'ai besoin d'une surveillance sur 2 sujets. Une couverture complète pour les 2 prochaines semaines. Le troisième à un journaliste du Seattle Times spécialisé dans les scandales de contrats de défense. J'ai un article qui va vous époustoufler, mais j'ai besoin que vous le gardiez jusqu'à ce que je vous donne le feu vert. Le dénouement commençait enfin. Le Seattle Times publia l'enquête un mercredi matin de fin octobre sous le titre « Un entrepreneur de la défense du Nord-Ouest fait l'objet d'une enquête fédérale ». L'article, rédigé par la journaliste d'investigation Jennifer Park, exposait les principales accusations portées contre Covington Dynamics dans un langage soigneusement vérifié par la justice. Mais la véritable révélation est venue de l'article en marge, intitulé « Les liens familiaux compliquent l'enquête fédérale ». Cet article détaillait le mariage de Jason Briggs avec Amelia Covington, ses diverses entreprises et les questions entourant l'utilisation de l'argent familial pour financer des investissements personnels. Il ne l'accusait pas directement de vol, mais les implications étaient claires pour quiconque savait lire entre les lignes. Mason lisait les 2 articles depuis son appartement de Ballard, buvant un café et regardant la pluie d'octobre ruisseler sur ses vitres. À midi, son téléphone vibrait de SMS de journalistes qui avaient réussi à obtenir ses coordonnées. À 14 heures, des cars de reportage étaient stationnés devant le siège de Covington Dynamics à Redmond. À 17 heures, Amelia Covington Briggs convoquait une conférence de presse d'urgence.
Mason la suivait en direct sur son ordinateur portable, scrutant le visage de son ancienne fiancée, debout derrière un pupitre. Dans le hall du siège social de son père, elle semblait calme et tendue, son sang-froid habituel miné par le stress des dernières heures. Je souhaite répondre aux allégations publiées dans le Seattle Times d'aujourd'hui, commença-t-elle d'une voix ferme malgré les circonstances. Covington Dynamics a toujours agi avec les normes éthiques les plus strictes, et nous accueillons favorablement toute enquête démontrant notre engagement envers l'intégrité et la transparence. Elle a été compétente, dut admettre Mason. Même sous pression, elle dégageait l'autorité sereine qui résulte d'années de préparation pour des moments comme celui-ci, face aux questions sur les activités commerciales de mon mari. Elle poursuivit, je tiens à préciser que les investissements de M. Briggs le concernent personnellement et n'ont aucun lien avec Covington Dynamics ou ses contrats gouvernementaux. C'était intéressant. En une phrase, elle avait jeté Jason sous le bus tout en essayant de protéger l'entreprise familiale. Le mariage est peut-être terminé, sauf en nom, mais la fortune de Covington devait encore être préservée. Je ne répondrai pas aux questions pour le moment, conclut Amelia. Mais je tiens à assurer nos employés, nos partenaires et les contribuables américains qui dépendent de nos produits que Covington Dynamics sortira plus forte que jamais de cette enquête. Elle quitta le podium sans un regard en arrière, laissant une salle remplie de journalistes qui lançaient des questions à sa silhouette qui s'éloignait. Mason ferma l'ordinateur portable et attrapa son téléphone. Il était temps de passer à l'étape suivante. Jason répondit à la deuxième sonnerie, la voix tendue par le stress. « Marc, mon Dieu, je suis content que tu aies appelé. Toute cette affaire est un cauchemar. J'ai vu les informations. Tu vas bien? Je vais bien? Ma femme vient de me jeter en pâture en direct à la télévision. Le FBI veut m'interviewer demain. Mes comptes professionnels sont gelés dans l'attente d'une enquête, donc non, je ne vais pas bien. Où es-tu? À l'hôtel du centre-ville, le Fairmont. Amelia a changé les serrures de la maison et m'a fait escorter hors de la propriété par la sécurité. Mason ressentit un instant de véritable surprise. Amelia avait agi plus vite qu'il ne l'avait prévu. C'est dur. C'est calculé. Elle se protège et protège l'entreprise de son père en faisant de moi le bouc émissaire de tout. C'est ça que tu es. Le bouc émissaire? Jason resta silencieux un long moment. On peut se voir? J'ai besoin de parler à quelqu'un qui comprend le côté business de la situation. Bien sûr. Où? Au bar de l'hôtel. 21h, et Marc, fais attention à qui tu es vu. Ça va mal tourner. Le bar du Fairmont était presque vide quand Mason arriva, ce qui était logique vu que c'était un mercredi soir à Seattle, pendant la saison des pluies. Jason était assis seul à une table dans un coin, travaillant sur ce qui semblait être son 3e ou 4e whisky. Il avait une mine affreuse. Son cirage habituel avait été remplacé par une barbe de 3 jours, des yeux injectés de sang et des vêtements froissés qui suggéraient qu'il portait la même tenue depuis 24 heures. « Tu es venu » dit Jason tandis que Mason s'asseyait. « On aurait dit que tu avais besoin de parler. Je dois trouver comment survivre à ça. Financièrement, légalement, personnellement, tout ce que j'ai construit s'écroule. » Mason commanda une bière et observa le visage de son frère. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Que disent les avocats? Ils disent que je suis foutu. Accusation fédérale de fraude, blanchiment d'argent, complot. Ils parlent de 15 à 20 ans de prison. Si tu es reconnu coupable, Marc. Ils ont des enregistrements, des relevés financiers, des conversations par email. La seule question est de savoir combien d'autres personnes tomberont avec moi. Le pouls de Mason s'accéléra. Des enregistrements. Le FBI les a fait écouter à mon avocat cet après-midi. Des conversations que j'ai eues avec des partenaires commerciaux sur les transferts d'argent, la structuration des transactions pour éviter les obligations déclaratives, des choses que je croyais privées. Comment est-ce possible? Jason termina son whisky et en fit signe à un autre. Quelqu'un a coopéré avec eux. Quelqu'un ayant accès à l'information et la capacité technique d'enregistrer des conversations sans être détecté. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un éclair. Accusation. Mason garda une expression neutre tandis que son esprit s'emballait. Le FBI avait agi plus vite que prévu, ce qui signifiait que quelqu'un leur avait fourni des preuves supplémentaires. Une idée de qui? N'importe qui. Partenaire, employé,
membre de la famille. Bon sang, peut-être même quelqu'un que je n'ai jamais rencontré et qui observe de loin. Le nouveau verre de Jason arriva et il but une grande gorgée avant de poursuivre. Le pire, c'est qu'Amelia agit comme si elle n'avait aucune idée de ce que je faisais. Comme si elle était une innocente victime qui s'était fait avoir par son mari criminel. Peut-être l'est-elle. Abeille. Elle savait exactement ce qui se passait. Elle a signé les papiers, autorisé les transferts, assisté aux réunions. Elle est juste assez intelligente pour avoir effacé ses empreintes digitales des crimes évidents. Alors pourquoi n'est-elle pas inculpée? Parce qu'elle est une Covington. Parce que sa famille a des liens qui remontent à des décennies. Parce que le gouvernement a besoin de quelqu'un pour coopérer contre les plus gros poissons. Mason sentit les pièces du puzzle s'emboîter. Elle a conclu un marché. C'est mon avis. Témoignez contre moi et son père. Obtenez l'immunité ou une réduction de peine. Gardez la majeure partie de l'argent familial. C'est même brillant, même si c'est complètement sociopathe. Ils restèrent assis en silence un moment, le poids de la situation de Jason les enveloppant comme un brouillard. Il y a autre chose, dit finalement Jason. Quelque chose que les avocats ignorent encore. Quoi? L'opération de minage de crypto-monnaie. Ce n'est pas que du blanchiment d'argent. Une partie de l'électricité que nous consommons provient d'installations qui traitent des documents classifiés. Nous avons peut-être violé la loi sur l'espionnage par inadvertance. Mason sentit son sang se glacer. Accusation d'espionnage possible. Ça dépend de la créativité des procureurs. Mais s'ils peuvent prouver que nous avons eu accès à des informations classifiées via les connexions au réseau électrique, c'est la peine capitale. C'est la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui revient au même. Jason termina son verre et fixa le verre vide. Vous savez le plus ironique? J'ai fait tout ça pour prouver que je méritais d'être un Cointon. Pour montrer que je pouvais construire quelque chose d'aussi impressionnant que ce que Victor a construit, et maintenant Victor va me regarder aller en prison pendant que lui et sa fille s'en est allé propre. Mason ressentit quelque chose d'inattendu. Une lueur de sympathie pour son frère. Non pas un pardon, mais la reconnaissance que Jason avait été manipulé et utilisé autant que Mason. Y a-t-il quelque chose que tu puisses faire? Un moyen de pression sur eux? Jason leva brusquement les yeux. Pourquoi demandes-tu cela? Parce que si tu dois tomber de toute façon, autant les emmener avec toi. C'est une façon de penser dangereuse. Est-ce plus dangereux que de passer le reste de ta vie en prison fédérale? Jason réfléchit à cela en faisant signe au barman de reprendre une tournée. Il y avait peut-être quelque chose. Des informations qui pourraient leur faire du mal, mais les utiliser équivaudrait à faire exploser une bombe nucléaire. Cela détruirait tout le monde, moi y compris. Quel genre d'informations? Jason se pencha plus près, baissant la voix. Victor Cointon n'a pas bâti son entreprise par le travail acharné et l'innovation. Il l'a bâti par le chantage et l'homicide. Ces mots frappèrent Mason comme un coup physique. Homicide? Des accidents du travail qui n'en étaient pas. Des concurrents morts dans des accidents d'avion opportuns. Des lanceurs d'alerte qui se sont suicidés en se tirant une balle dans la tête. Derrière la tête. Victor élimine des menaces depuis 40 ans. Avez-vous des preuves? J'ai des documents, des relevés financiers attestant de paiements à des sociétés militaires privées, des journaux de communication détaillant des opérations de surveillance. Victor a tout conservé par peur d'être trahi par les siens. Et vous avez accès à ces fichiers? Moi oui. Amelia m'a donné les codes il y a des années, lorsque Victor a eu sa crise cardiaque et que nous avons pensé qu'il allait mourir. Elle voulait que quelqu'un d'extérieur à sa famille proche ait un accès de secours aux informations critiques. L'esprit de Mason s'emballait. Si Jason disait vrai, c'était plus grave que de la fraude ou du blanchiment d'argent. C'était du crime organisé à l'échelle d'une entreprise. Où sont les fichiers maintenant? Des disques durs cryptés dans un coffre-fort, avec d'autres polices d'assurance que j'ai accumulées au fil des ans. D'autres polices d'assurance. Jason a souri pour la première fois ce soir-là, mais ce n'était pas une expression agréable. Des preuves des liaisons d'Amelia. Photos, vidéos, relevés financiers attestant de paiements à divers hommes au cours des 3 dernières années. Victor ignore que sa précieuse fille me court après depuis. C'était presque le début de notre mariage. Tu as rassemblé des preuves de ces liaisons. Je me suis protégé.
Je savais que ce jour finirait par arriver. Le jour où la famille Covington déciderait que j'étais plus un handicap qu'un atout. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive si tôt. Mason se rassit dans son fauteuil, digérant tout ce qu'il venait d'apprendre. Jason n'était pas un simple petit délinquant dépassé par les événements. C'était un homme qui avait systématiquement documenté les crimes de sa famille tout en commettant les siens, créant un scénario de destruction mutuelle assuré susceptible de faire tomber l'une des plus puissantes dynasties de sous-traitants de la défense du pays. Que comptes-tu faire de toutes ces informations? Je ne sais pas encore. Mes avocats disent que la coopération est ma meilleure option, mais coopérer signifie tout abandonner et espérer que les procureurs tiennent parole concernant les réductions de peine. Utiliser l'option nucléaire signifie une destruction mutuelle garantie, mais aussi une vengeance assurée. Jason le regarda avec une sorte de respect. Tu comprends? Je comprends qu'ils veuillent payer pour ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit ma vie. Notre vie. Ils nous ont montés les uns contre les autres, ils nous ont utilisés. Tous les deux, puis nous a laissé tomber lorsque nous avons cessé d'être utiles. La conversation s'est poursuivie pendant 1 heure, Jason révélant davantage de détails sur les activités criminelles de la famille Covington et son propre rôle dans leur documentation. Lorsqu'ils se sont séparés, Mason avait une idée précise de l'ampleur de l'affaire. Il avait également un plan pour utiliser ces informations à son avantage. Le lendemain matin, Mason a appelé l'agent Hank depuis une cabine téléphonique située devant une épicerie de West Seattle. J'ai besoin d'une réunion d'urgence. Ma source a des informations supplémentaires sur l'affaire Covington. Des informations qui changent tout. Quel genre d'informations? Celles qui transforment une enquête pour fraude en une affaire de complot impliquant plusieurs homicides. Il y a eu un long silence avant que Hank ne réponde. Où voulez-vous nous rencontrer? Bâtiment fédéral, dans 1 heure, et agent Hank, vous voudrez amener votre patron. 2 heures plus tard, Mason était assis dans la même salle de conférence où il avait contacté le FBI pour la première fois, mais cette fois, la salle était pleine à craquer. L'agent Hank, le procureur Walsh, 2 autres agents du FBI et un homme en costume coûteux, qui avait été présenté comme étant le procureur général adjoint Robert Shen, de la section du crime organisé du ministère de la Justice. Monsieur Stevens, commença Shen, l'agent Hank m'informe que vous détenez des informations sur d'autres crimes liés à l'enquête Covington. C'est exact, mais avant de les partager, j'ai besoin d'assurances concernant ma sécurité et ma situation juridique. Quelle garantie? La protection des témoins si nécessaire, l'immunité contre toute accusation liée à mes activités d'infiltration et la garantie que ma véritable identité reste confidentielle. Shen et Walsh échangèrent un regard. C'est une demande importante. De quelles informations parlons-nous? Mason ouvrit son ordinateur portable et le connecta au système de projection de la salle de conférence. Nous parlons d'une pratique courante depuis 40 ans, qui consiste à éliminer des concurrents et des lanceurs d'alerte potentiels. Par des homicides déguisés en accidents et autodestruction. Un silence complet régnait dans la salle. Nous parlons d'une entreprise de défense, qui est en réalité une organisation criminelle disposant d'habilitations gouvernementales et de contrats de plusieurs milliards de dollars. Mason consulta une série de documents que Jason lui avait fournis la veille, dossiers financiers, journaux de communication, rapports de surveillance. Chaque page révélait une nouvelle facette de l'entreprise criminelle de la famille Covington. Et nous parlons d'une enquête fédérale qui se concentre actuellement sur les petits poissons, tandis que les requins se préparent à disparaître dans les profondeurs. Lorsque Mason termina sa présentation, Shen prit la parole en premier. Comment avez-vous obtenu ces documents? Ma source les a fournis. Il est prêt à coopérer pleinement en échange d'une protection et d'une considération pour sa propre condamnation. Votre source est Jason Briggs. C'est exact. Walsh se pencha en avant. Pourquoi est-il prêt à coopérer maintenant? Hier, ses avocats parlaient de contester les accusations, car il avait appris que sa femme prévoyait de témoigner contre lui. Tandis qu'elle bénéficie de l'immunité parce qu'il réalise que la famille Covington l'utilise comme bouc émissaire depuis le début et parce qu'il est suffisamment en colère pour brûler tout ce qu'ils ont construit. Shen referma le dossier et regarda autour de lui. Cette enquête est devenue une affaire de sécurité nationale. Si ces allégations sont fondées, il ne s'agit pas seulement de fraude. Il s'agit d'une organisation criminelle qui manipule les contrats de défense depuis des décennies tout en éliminant quiconque menaçait ses opérations. Qu'est-ce que cela signifie pour la chronologie? Demanda Mason. Cela signifie que nous agissons vite, répondit Shen.
Assez vite pour empêcher la destruction de preuves. Assez vite pour empêcher l'élimination de témoins supplémentaires. Assez vite pour empêcher la famille Covington de disparaître dans des pays sans traité d'extradition. L'agent Hang prit la parole. Que voulez-vous de nous, monsieur Stevens? J'ai besoin que vous arrêtiez Victor Quinton avant qu'il ne réalise la quantité de preuves que son gendre a rassemblées. J'ai besoin que vous geliez tous les avoirs de la famille Quinton avant qu'il ne soit transféré à l'étranger. Et j'ai besoin que vous mettiez Amelia Quinton dans une position où la coopération est sa seule option. Et en échange, je vous garantis que vous aurez suffisamment de preuves pour démanteler l'une des organisations criminelles les plus dangereuses du secteur de la défense. Chen se leva et serra la main de Mason. Bienvenue au programme de protection des témoins du ministère de la Justice, monsieur Stevens. Nous vous contacterons dans les 24 heures pour vous donner des détails sur le déroulement de cette opération. Alors que Mason quittait le bâtiment fédéral pour la deuxième fois en une semaine, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis plus d'un an, la certitude que la justice était non seulement possible, mais inévitable. La famille Covington s'était crue intouchable pendant des décennies. Elle allait bientôt comprendre à quel point elle avait tort. Mais surtout, elle allait découvrir ce qui se passait lorsqu'une personne trahie décidait de riposter avec ses propres armes. Le dénouement était enfin arrivé. 3 jours plus tard, l'arrestation coordonnée commençait à l'aube. Victor Quinton fut placé en garde à vue dans sa propriété de Mersey Island alors qu'il prenait son petit déjeuner avec 2 fonctionnaires du ministère de la Défense censés discuter des allocations budgétaires pour le prochain exercice. Les agents du FBI qui l'avaient arrêté se présentèrent. Un mandat d'arrêt détaillait 47 chefs d'accusation distincts, allant de la fraude et du blanchiment d'argent à la conspiration en vue de commettre un homicide et à des violations de la loi sur l'espionnage. Jason Briggs fut arrêté à l'hôtel Fairmont, où il attendait ce moment précis. Il n'opposa aucune résistance ni ne sollicita d'avocat. Il demanda simplement s'il pouvait appeler sa mère pour la prévenir qu'il allait bien. Amelia Quinton fut arrêtée à l'aéroport de Seattle-Tacoma alors qu'elle tentait d'embarquer dans un jet privé à destination de la Suisse. Dans son bagage à main, les agents fédéraux découvrirent 500 000 $ en espèces, 3 passeports différents et des disques durs cryptés contenant ce qui semblait être des preuves supplémentaires des activités criminelles de sa famille. Les arrestations firent la une des journaux nationaux à l'heure du déjeuner, toutes les grandes chaînes diffusant des images de Victor Quinton emmené menotté, tandis que les journalistes l'interrogeaient sur l'étendue de l'enquête fédérale. Mason suivit la couverture depuis son appartement, ressentant une satisfaction plus profonde et plus complète que tout ce qu'il avait connu depuis des années. Mais le véritable moment de justification survint ce soir-là lorsque son téléphone sonna, un appel d'un numéro inconnu. « Bonjour, Mason, c'est ta mère. » La voix de Lindbergh était douce, hésitante, comme si elle n'était pas sûre qu'il veuille lui parler. « Salut, maman. J'ai vu les infos sur Jason et les Quinton. Je voulais t'appeler et te dire que je suis désolé. » « Désolé de quoi? » ?»« De ne pas t'avoir défendu quand ton père t'a mis à la porte. De les avoir laissés te traiter comme si tu étais le problème. De ne pas avoir compris ce qui se passait vraiment. Mason ferma les yeux, sentant enfin ressurgir des émotions qu'il avait gardées enfouies pendant plus d'1 an. « Tout va bien, maman. » »« Non, ce n'est pas bien. Tu avais raison sur tout. La corruption, la fraude, la façon dont ils t'ont utilisé puis rejeté. Tu avais raison, et nous avions tort. Comment papa le prend-il? » Linda resta silencieuse un instant. « Ton père. Il traverse une période difficile. La Tesla a été saisie hier. Sa pension fait l'objet d'une enquête à cause des cadeaux qu'il a reçus de Covington Dynamics. Il commence à comprendre qu'il a été utilisé lui aussi. Je suis désolé de l'apprendre. Ne soyez pas désolé. Soyez fiers. Vous avez fait la bonne chose même lorsque cela vous coûte tout. Même lorsque votre propre famille s'est retournée contre vous. » Ils ont parlé pendant encore 20 minutes, et au moment où Mason a raccroché, il a senti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis le jour où il était sorti de la cour de son père. Paix. Le lendemain matin, Jason avait accepté de plaider coupable à 12 accusations fédérales en échange de sa coopération dans l'affaire contre la famille de Covington. Sa peine serait de 15 ans dans la prison fédérale, mais avec une bonne conduite et une coopération continue, il pourrait être libéré en aussi peu que 10 ans. La situation d'Amelia était plus complexe. Elle combattent les accusations tout en essayant simultanément de négocier un accord de coopération qui lui permettrait de conserver une partie des actifs de sa famille.
Ses avocats affirmaient qu'elle avait été manipulée et contrôlée par son père et son mari, mais la preuve de sa participation directe à divers crimes a rendu cette défense difficile à maintenir. Victor Cointon refusait de coopérer du tout, en maintenant son innocence et en affirmant que toute activité criminelle était le travail des employés voyous agissant à son insu ni son consentement. Son équipe juridique était composée de certains des avocats de la défense pénale les plus chers du pays, et il se préparait à un procès qui pourrait durer des années. Mais les preuves contre lui étaient écrasantes, et d'autres émergeaient chaque jour alors que des agents fédéraux exécutaient des mandats de perquisition et interrogeaient des témoins. L'histoire de Covington Dynamics a été réécrite d'une histoire de réussite entrepreneuriale à une longue conspiration criminelle qui avait manipulé des contrats gouvernementaux tout en éliminant quiconque posait une menace. Le rôle de Mason dans l'enquête est resté secret, protégé par les protocoles de protection des témoins qu'il avait négociés avec le ministère de la Justice. Officiellement, il était toujours Mark Stevens, un ingénieur des systèmes qui a fourni une expertise technique à l'enquête fédérale. Officiellement, il était l'architecte de l'affaire qui avait abattu l'une des familles les plus puissantes de l'industrie des contrats de défense. 6 mois après les arrestations, Mason a reçu un appel du procureur Walsh avec des nouvelles qu'il attendait d'entendre. Les négociations de plaidoyer sont complètes, lui a-t-elle dit. Victor Cointon a accepté de plaider coupable à 23 accusations fédérales en échange d'une peine de vie sans libération conditionnelle. Amelia Covington a accepté de plaider coupable à 14 accusations en échange de 25 ans de prison fédérale et de confiscation de 90% de ses actifs. Et la restitution? Le gouvernement a récupéré plus de 400 millions de dollars en produits frauduleux. En tant que premier dénonciateur dans l'affaire, vous avez droit à une récompense substantielle dans les lois fédérales. Dans quelle mesure? 40 millions de dollars après impôt. Mason était assis en silence un instant, traitant le nombre. 40 millions de dollars étaient plus d'argent qu'il n'en avait jamais imaginé. Assez pour vivre confortablement pour le reste de sa vie sans plus jamais travailler. Mais plus important encore, c'était la justice. C'était la validation qu'il avait eu raison de s'éloigner de leur monde corrompu. Droit de refuser leur argent de sang, le droit de tout sacrifier à la poursuite de la vérité. Il y a encore une chose, a poursuivi Walsh. L'affaire de confiscation des actifs civils a été résolue. Tous les actifs de la famille Cointon ont été saisis, y compris leurs avoirs immobiliers, leurs intérêts commerciaux et leurs biens personnels. Mais il y a une ride. Quel genre de ride? La société qui a déposé la poursuite civile pour récupérer le produit frauduleux. Nous avons découvert sa propriété d'une société Shell qui remonte à une entité appelée Stevens Family Holdings. Mason sourit, se souvenant de la dernière pièce de son plan. Et Stevens Family Holdings semble appartenir à quelqu'un nommé Mark Stevens. Quelqu'un avec votre numéro de sécurité sociale et vos informations bancaires. C'est intéressant. Cela signifie qu'en plus de votre récompense de dénonciation, vous avez également droit à la reprise civile en tant que demandeur dans l'affaire confisquée. Au total de 60 millions de dollars, 100 millions de dollars. Mason était passé de dormir sur un canapé dans le sous-sol de son père pour devenir l'un des hommes les plus riches de Seattle, tout en détruisant les gens qu'il avait trahis. Monsieur Stevens. La voix de Walsh l'a ramené au présent. Oui. Félicitations. Vous avez réalisé quelque chose de remarquable. Victoire complète sur les gens qui pensaient être intouchables. Après que Mason ait raccroché, il s'est assis dans son appartement en regardant les toits de Seattle et en pensant à l'avenir. Il pouvait aller n'importe où, faire n'importe quoi, devenir n'importe qui qu'il voulait être. La question était, qui voulait-il devenir? Son téléphone bourdonnait d'un SMS à partir d'un numéro inconnu. Je sais qui tu es vraiment. Nous devons parler. Et, Amelia. Même de la prison fédérale, elle essayait toujours de jouer à des jeux. Mason a supprimé le message sans répondre. Il avait appris quelque chose d'important au cours de la dernière année. La meilleure vengeance n'était pas la destruction. C'était le succès. La meilleure façon de vaincre vos ennemis n'était pas de devenir comme eux. C'était pour devenir meilleur qu'eux. Mason Briggs avait été détruit par la trahison et l'injustice. Mais Mark Stevens avait été forgé par ces mêmes expériences en quelque chose de plus fort, plus intelligent et plus dangereux que ses ennemis ne l'avaient jamais imaginé possible. Le vieux maçon était parti pour toujours. Mais Mark Stevens ne faisait que commencer. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper un email à Shirin Vega. Nouveau projet, portée internationale. Intéressé?
L'industrie des contrats de défense était pleine de sociétés corrompues et de familles criminelles qui pensaient que leur argent et leurs relations les rendaient intouchables. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils étaient faux parce que Mark Stevens avait 100 millions de dollars, un temps illimité et un très long souvenir. Et il ne faisait que commencer.